De nombreux changements sont à l'œuvre parmi les populations humaines et transhumaines de la Grande Croisade. Nul inquisiteur ne parvient à endiguer la religion du dieu empereur, qui se répand parmi la population, tandis que certaines légionesses Astartes elles-mêmes réalisent des pratiques désapprouvées par l'empereur en personne. Cependant, aucun incident notable n'est à déplorer dans les archives impériales à cette époque, et par conséquent, aucune action ne sera entreprise envers ces forces militaires transhumaines et leur maître omnipotent au sein de l'Imperium. La moitié du dernier siècle du 30e millénaire voit la première campagne de la Ravengard, tandis que celle-ci est nouvellement réunie avec son primarque, Corvus Corax. Il s'agit de la conquête de la sodalité de Carinae et, malheureusement, les détails de la campagne vont longtemps entacher la réputation de la Ravengard, en dépit des efforts de l'Officio Militaris pour en supprimer toute trace dans les archives. En effet, la Ravengard sera directement responsable des délais anormalement longs et du taux d'attrition excessivement élevé de l'armée impériale combattante durant la campagne. La Légion est assignée à la pacification des 1000 mondes de Carinae, dont la rotation se fait autour d'un astre dépourvu de planètes. Sur l'une de ces cités, désignée comme Zénith 312, l'archicontrôleur déchaîne une arme terrible, un animaphage à la puissance effroyable, qui transforme les hommes adultes en créatures enragées et affamées, dénuées de toute raison et de toute mémoire. La Ravengard subit quelques nausées négligeables en raison de son métabolisme génétiquement amélioré. Et les citoyens ordinaires de Zénith 312 et les soldats mortels de l'armée impériale sont quant à eux réduits à une horde écumante, décérébrée, qui s'élève à des dizaines de milliers de créatures. Immédiatement, la Ravengard se retrouve assaillie de toutes parts et forcée d'abattre ceux qu'elle appelait auparavant ses alliés, leur accordant la miséricorde dans la mort. Comme rétribution, Corvus Corax pourchasse l'archicontrôleur qui s'est échappé et lui accorde une mort lente, brutale et douloureuse. Toutefois, tandis qu'elle assouvit son besoin de vengeance, la Ravengard néglige ses obligations, permettant ainsi aux autres cités du vide de se fortifier, transformant ce qui aurait dû être une campagne de conquête impériale rapide en une guerre d'usure prolongée, durant 7 mois solaires, et coûtant la vie à des milliers de soldats impériaux. Au cours de la même période, les flottes expéditionnaires de la Grande Croisade font la rencontre du Dominion des Tempêtes, un empire d'11 mondes situé à l'est galactique. Cet empire possède une puissance militaire considérable, suffisante pour immobiliser les flottes expéditionnaires de l'Imperium. Tandis qu'une garde d'honneur de Thousand Sons est envoyée afin d'escorter les émissaires impériaux chargés de rencontrer les seigneurs de Gardinal, leur monde fortifié, les négociations semblent tout d'abord très bien se passer. Cependant, les Thousand Sons détectent une tentative psychique visant à subvertir les émissaires impériaux. La 413e flotte expéditionnaire des Ultramarines, naviguant à proximité, et commandée par le maître Ulan Cicerus du 15e chapitre, est contrainte d'intervenir militairement. Malheureusement, son avancée est très rapidement interrompue par les défenses supérieures de Gardinal Prime, qui s'avèrent meurtrières, tandis que le Dominion des Tempêtes fait usage de puissants armes et véhicules basés sur une technologie SCS jamais rencontrée auparavant par les forces impériales. Le système Gardinal est alors mis sous blocus. L'impasse dans laquelle s'est embourbée l'Armada Imperialis est rapidement résolue, tandis qu'un host de guerre composé des légions des Iron Hands et des Emperor's Children arrive en renfort dans le secteur. Les Ultramarines demandent alors à leurs alliés de diriger l'assaut à venir, afin de restaurer une partie de leur honneur perdu. Le monde de Gardinal Prime brisé et pacifié, la flotte des Iron Hands quitte rapidement le système, tandis que les autres planètes qui le composent se soumettent sans condition aux exigences de l'Imperium. Bien que d'abord frappé par la famine et la difficulté, le système de Gardinal constituera plus tard un ajout précieux à l'Imperium et un modèle de conformité à la vérité impériale. Aux alentours de la même période, la Légion des Imperial Fist remporte une victoire majeure contre les orques dans les contrées cendreuses et désertiques du monde ruche de Necromunda.
En signe de gratitude envers la Légion, les hauts seigneurs de Necromunda consentent à ce que de nouvelles recrues Imperial Fist soient extraites de leur population. Une chapelle forteresse leur est dûment dédiée, mais les Imperial Fist se refusent à bénéficier de tout traitement de faveur politique ou économique sur les mondes où ils recrutent leurs novices. Tout au long de la Grande Croisade, les Imperial Fist refusent de laisser des forces en garnison ou de réclamer une dîme sur les mondes nouvellement conquis, préférant demeurer une entité militaire sans aucune des responsabilités liées à la gestion d'un monde et la défense de sa population mortelle. Ailleurs dans la galaxie, la Death Guard et les Luna Wolves conduisent la campagne de soumission de Crypt. Cette campagne, relativement courte, oppose les Legiones Astartes aux orques, par-delà les plaines gelées de la planète. Combattant ensemble pendant plus d'une semaine solaire, les Space Marines obscurcissent le bleu du sol gelé de 100 Xénos. C'est le capitaine de bataille Nathaniel Garro et sa 7e grande compagnie qui mènent les assauts aux côtés de la 10e compagnie des Luna Wolves, commandée par le capitaine Garviel Loken. Au cours de la même période, une action militaire conjointe massive a lieu contre le warboss orc Garkul Blackfang et sa horde de peaux vertes. Ce seigneur de guerre Xénos est le plus puissant jamais rencontré par l'Imperium à cette époque. Ce n'est pas moins de 3 légions Astartes, composées des Luna Wolves, de la Death Guard et des Imperial Fist, qui s'attaquent aux orques de Blackfang. En dépit de la puissance déployée contre les peaux vertes, les forces impériales se retrouvent bientôt au bord de la défaite. C'est alors que l'empereur en personne, à bord de son vaisseau amiral, le Bucephalus, vient en aide à ses fils avec sa flotte, Principia Imperialis. Il mène personnellement une force composée de 1000 guerriers de la Legio Custodes en plein cœur de la colossale horde d'orques. Blackfang est alors confronté à l'empereur et abattu au sommet de son gargan, tandis que ses custodiens procèdent à l'éradication méthodique du reste de la horde peau verte. La Legio Custodes sera responsable de l'élimination de plus de 100 000 des sauvages Xénos, et seuls 3 custodiens perdront la vie. À la suite de cette glorieuse victoire, l'empereur commémore le sacrifice de ses custodiens, en faisant graver leur nom sur son armure d'artificier personnel. La 954e année du 30e millénaire, la Légion des Ultramarines est attirée vers le monde de Volturne, pourtant déjà intégré à l'Imperium, par les appels de ses librarianes, qui déclarent entendre des cris psychiques inhumains émanant de la localisation de la planète. Après investigation, le monde se révèle être infesté par des créatures Xénos indéfinissables. Volturne est rapidement mis en quarantaine, puis abandonné, tandis que l'ensemble des membres des Ultramarines envoyés sur place souffrent d'anévrismes cérébraux spontanés et fatals, seulement quelques minutes après avoir posé le pied sur la planète damnée. La 957e année du 30e millénaire, une flotte expéditionnaire de la Grande Croisade fait la rencontre du monde de Melkeji, sur la bordure extérieure de la galaxie. Le monde est parvenu à conserver certaines des merveilles technologiques datant de l'âge de la technologie. Malheureusement, la population humaine de la planète a été réduite en esclavage par des créatures Xénos parasitaires, dont la classe régnante est surnommée les Ascendants. Le grand maréchal de la flotte expéditionnaire fait le constat qu'il lui est malheureusement impossible de capturer la planète avec les effectifs dont il dispose. Il envoie alors une demande de renfort par message astropathique. Le primarque Lorgar en personne répond à cet appel et vient en aide au grand maréchal avec 8 chapitres complets de sa 17e légion, ainsi que de nombreux contingents de l'armée impériale. La ruse et le génie tactique de Lorgar permettent à ses forces d'écraser facilement les Xénos. La population humaine de Melkeji, consciente que ses maîtres ont disparu, réalise qu'elle fait face à une force plus terrible encore en la présence de l'Armada Imperialis. Ils se soumettent à l'Imperium dans les jours qui suivent. Une décennie plus tard, Melkeji sera un monde dévoué au culte du dieu empereur. La 962e année, les Iron Warriors du 282e bataillon conduisent avec succès la pacification de l'amas de Sariin, réduisant les forces des garnisons rebelles à moins de 30% de leurs effectifs. Les Iron Warriors, quant à eux, subissent seulement 32% de pertes. Les officiers du bataillon Astartes seront alors blâmés par le haut commandement de la Légion, lui reprochant son manque de zèle.
La même année, la cabale sorcière du vaisseau monde à Eldari, Magd Citral, mène une brutale campagne de raid contre le monde impérial de Helioret, perpétrant des carnages éthériques dans le secteur. Les Blood Angels, qui interviennent contre les Aeldari, sont contraints de combiner leurs forces avec l'Ordo Sinister. Cet ordre, dont le nom formel est Titanicus Terranic Ordo Sinister, est une légion titanique de la très secrète Divisio Telepathica, une branche du Collegia Titanica qui emploie des armes et tactiques psychiques spécialisées. Les forces Astartes et Titaniques combinées parviennent à repousser les Aeldari du vaisseau monde à l'intérieur de l'étoile locale, causant son élimination. La 964e année, la Légion des Ultramarines est appelée à intervenir sur la planète Cour, dans la cité de Monarchia. Dirigée par l'empereur en personne, les Ultramarines rasent entièrement la cité, que la 17e Légion des Worldbearers a érigée un demi-siècle auparavant, en dévotion pour le culte du dieu empereur. La destruction de Monarchia doit être une leçon infligée par l'empereur à Lorgar et ses fils, son existence en contradiction directe avec les préceptes de la vérité impériale, condamnant toute religion ou culte en faveur du rationalisme et de la science. L'empereur utilise ses pouvoirs psychiques pour faire poser un genou à terre à l'ensemble de la Légion des Worldbearers, Lorgar compris, les Ultramarines les dominant en signe de jugement. L'empereur décrète que l'élévation d'un tel culte sera désormais considérée comme une trahison. Et tandis qu'il quitte la planète dévastée, les Ultramarines avec lui, les Worldbearers restent sur place, profondément humiliés, leur besoin de spiritualité dénué de toute divinité à vénérer. L'année suivante, le monde de 4716 est invité à rejoindre l'Imperium par une flotte expéditionnaire menée par les Worldbearers, toujours meurtris par l'humiliation subie une année plus tôt. Le monde humain perdu est ravi de rejoindre ses frères humains perdus depuis longtemps et accepte de rejoindre pacifiquement l'Imperium. Cependant, les Worldbearers en orbite ordonnent une action militaire et procèdent au bombardement orbital de l'ensemble de la planète, réduisant en cendres la quasi-totalité des villes à sa surface. La 17e Légion justifiera ses actions par le manque de temps lui permettant de convertir l'ensemble de la population à la vérité impériale. Ces croyances profanes incompatibles avec l'ordre matérialiste de l'Imperium. Le primarque Lorgar ne mentionnera cependant pas le fait que la population de 4716 vénérait l'empereur Dieu et ont obtenu de sa main une copie de son Lexio Divinitatus. La planète est donc condamnée, l'ignorance n'étant pas une excuse pour sa violation de la vérité impériale. La seconde moitié du dernier siècle du 30e millénaire démontre un premier ralentissement de la Grande Croisade. Les limites de la galaxie atteintes en de nombreux endroits par les flottes expéditionnaires. L'attention de l'empereur se trouve à nouveau attirée par les fautes de l'un de ses fils, le forçant à donner une leçon douloureuse et humiliante à celui-ci, afin de le remettre dans le droit chemin. Le maître de l'humanité manque cependant de s'assurer que la leçon enseignée à son fils soit bien comprise, et qu'elle ne génère pas un ressentiment si fort que celui-ci ne parvienne pas à le surmonter. Témoignant d'une confiance aveugle en la force d'esprit des primarques, l'empereur retourne vers sa grande croisade. Malheureusement, les primarques des Legiones Astartes, bien qu'en apparence surhumains, ne sont pas exempts des sentiments propres à tout membre de l'humanité, parmi lesquels la vanité, la colère, la jalousie ou encore l'égoïsme.